France, on se fout bien de l'accent de la France outre-mer, quoi. Et c'est très nébuleux pour les gens qui sont pas concernés. C'est un peu une sorte de gros fouillis dans lequel on va mettre tous les accents et on va faire des accents un peu péjoratifs. Mais bon, après, c'est aussi dans notre culture. On a eu pendant des années des gens comme Michel Leb qui faisaient des trucs absolument horribles en soi. Et tout le monde, ça faisait rire tout le monde était content, c'est trop marrant, tout ça. Mais j'ai hâte de regarder un film comique dans lequel il y a un personnage avec un accent de personne racisée, noire ou antillais, et dont ce soit pas l'aspect marrant du film, quoi. Mais bon, je pense que je vais devoir encore un petit peu attendre. On y est pas, je pense. J'ai très tardivement vu des personnes racisées, des personnages racisés. Et en fait, c'était l'année 2017 et l'année 2018 où je me suis vraiment dit il y a un gros problème. Il y a Moonlight qui est sorti, donc Moonlight de Barry Jenkins. En fait, j'ai vu ce film et ça a un peu changé ma vie parce que j'ai trouvé ça juste incroyable. Dans ce film, il n'y a pas un personnage blanc et ça dérange personne en fait. Si quelqu'un utilise le mot black plutôt que noir, je sens qu'il y a un problème en fait. C'est souvent utilisé dans un contexte où la personne a envie de réaffirmer qu'elle n'est pas raciste et qu'elle est... C'est comme un mot qui est balancé pour rassurer la personne en face qui est racisée, mais je parle pas pour tout le monde, mais je pense que moi en tout cas ça me met très mal à l'aise parce que j'ai l'impression que c'est un peu un mot qui est utilisé pour dire que ouais ben au final black c'est plus cool que noir, et ça rejoint pas mal en fait l'ambiance générale, à savoir que on glorifie les noirs à l'extérieur de la France, donc les blacks, donc les rappeurs, machin, tout ça, et que dans notre propre pays, on n'arrive pas à mettre quelque chose de positif sous noir en fait. Et est-ce que c'est par peur de dire quelque chose de raciste ou non, c'est pas, faut pas avoir peur d'utiliser le mot noir. Je pense que tout le mot noir, il y a des trucs magnifiques quoi. Et c'est marrant, j'ai pas l'impression qu'entre noirs on se dise black non plus, donc il y a parfois la sensation que cette langue elle est pas faite pour nous quoi, pas faite pour nous faire plaisir, ou elle est pas faite pour qu'on explique au mieux ce qu'on a envie de dire, je pense. Je me sens invitée par la culture française, mais parfois j'ai l'impression que la culture française m'oublie un peu. Ce manque-là, je l'ai trouvé dans mes héros musicaux, dans mes héros de films afro-américains, ou tout ce mouvement-là, de mouvements culturels qui étaient voilà, black and proud quoi. Et en France, il n'y a pas ça, parce qu'en France, on est tous pareils en fait. Alors qu'on n'est pas tous pareils, mais on est tous pareils, on est censés tous être pareils quoi. Et il faut surtout pas dire qu'on n'est pas pareil, parce que ça veut dire qu'on est raciste. Alors qu'en fait, il faut voir qu'on est différent, il faut juste se traiter également, mais il faut voir qu'on est différent. Je me rappelle avoir trouvé dans ma bibliothèque le livre de Césaire. C'est plus le discours de Césaire sur le colonialisme. C'est un petit bouquin comme ça. Et je l'ai trouvé dans ma bibliothèque et j'ai commencé à lire, et je pense que j'avais quelque chose comme 13 ans ou 14 ans. Et j'ai commencé à lire ça et je me suis dit waouh, c'est hyper compliqué. Je me rappelle très peu de temps de dire après. Mais en fait, pourquoi on dit des pays développés en fait? Des pays en cours de développement. Mais développement vers quoi? Pourquoi? Comment? On peut pas tous se développer comme on veut. C'est quoi le modèle à la fin? C'est nous en fait. Donc ça veut dire que tout le reste, ils doivent devenir comme nous quoi. Et enfin non, j'ai découvert ça très très récemment par exemple. Mon père il m'a prévenu, il m'a dit ça va être désagréable. Ça va être désagréable. Ça te met un bon coup de poing dans les dents quoi. Et effectivement ça l'est. Je vais parler de mon père parce que mon père c'est vraiment une figure importante dans ma construction mentale. C'est que il est musicien, il est martiniquais, il est noir, il fait du jazz. Il n'a pas eu une vie facile, il a eu beaucoup d'enfants.
Et je me sens très proche de cette personne parce que il m'a fait prendre conscience que j'allais hériter de quelque chose que j'avais pas demandé et que j'allais subir certaines choses à l'avenir et qu'il fallait que j'en sois conscient. Et il m'a vraiment aussi appris ce truc d'être fier de soi, d'être fier de gens comme moi. Et je me rappelle d'un moment hyper intéressant. On regardait, j'étais en Guyane chez lui, on regardait la télé. Je pense qu'à l'époque j'avais 12 ans aussi, quelque chose comme ça. On regardait la télé et il y avait une sorte d'émission, c'était un festival Solidays, quelque chose comme ça à Londres. Et il y avait un présentateur blanc et une présentateur noire, mais vraiment avec vraiment de vrais traits négroïdes, très foncés de peau, les cheveux frisés, une plus large bouche, un large nez ou des choses comme ça. Et j'ai dit oh là là, elle est pas jolie. Et mon père il m'a dit tout de suite, il m'a recadré, mais quoi, elle est pas jolie, pourquoi? Explique-moi pourquoi elle est pas jolie. Et il a décrypté en moins d'une minute le fait que tout ce que je venais de dire, c'était de la haine envers moi-même en fait. Et il y a eu plein d'instances comme ça où je me suis dit oh waouh, je viens d'apprendre quelque chose de fort et je viens d'apprendre. Enfin, il m'a vraiment préparé. Je pense que dans mon éducation, c'est la personne qui m'a le plus acheminé sur ce que c'était que socialement, ce que c'était qu'être noir et ce que ça allait être pour moi aussi quoi. Il me remet toujours des questions raciales dans la tête, de racisme et tout ça, des choses qui me rappellent de jamais oublier ce qui s'est passé. Et il y a vraiment ce rôle de lien avec le passé qui est même pas le sien direct, le passé de ses parents, de ses grands-parents et son présent et mon présent et mon futur quoi. Et ça c'est vraiment hyper important. De mes 7 ans à mes 17 ans, on me défrisait les cheveux tous les 3 mois. Et moi j'étais très contente de me défriser les cheveux parce que you know. Et puis à mes 17 ans, l'un des derniers défrisages que j'ai fait, j'ai perdu tous ces cheveux là, comme ça. J'ai perdu une espèce de lanière de cheveux. Et en fait, dans ma famille, j'avais des cousines qui avaient commencé à se laisser les cheveux pousser naturellement. Et en fait, ça a été le moment où je me suis dit, mais moi je vais faire pareil en fait. Genre, littéralement, j'ai aucun souvenir de ce à quoi mes cheveux ressemblent au naturel. Donc des fois, je me rappelle, je touchais, je me disais, ah c'est marrant, c'est un peu bouclé en bas, mais j'avais aucun souvenir de me voir, à part des photos, de me coiffer avec mes cheveux quoi. Et en fait quand j'ai décidé, donc j'ai tout coupé pour que ça repousse naturellement. Et au début c'était court, donc tout le monde était là genre ah c'est super, c'est si j'adore, ça va très bien et tout. Puis ça a commencé à pousser, puis ça prend du temps aussi. Donc ça a commencé à pousser, puis il y a forcément un moment, mais comme n'importe quelle personne qui se coupe les cheveux et ça commence à repousser, c'est pas forcément hyper truc. Et j'ai commencé à avoir un peu des remarques du style mais t'as l'air débraillé, t'as l'air ça fait pas propre, ça fait pas sérieux, ça fait pas ça, ça fait pas ci. Et souvent des figures maternelles de ma famille et ma mère aussi. Et en fait là c'est un des moments où je me suis dit mais c'est un truc vraiment conscientisé quoi, que en fait c'est les cheveux lisses c'est ce qui doit être bien, c'est ce qui est vrai quoi. Et c'est ce qui est censé être c'est ce qui est censé me permettre d'avancer. Et ma mère elle a les cheveux les plus lisses du monde parce qu'elle est lisse etc. Et on s'inquiète énormément de savoir ce que les gens vont penser de nous, mais on s'inquiète pas de savoir si on va être heureux en fait. Et moi je suis 10 fois plus heureuse avec les cheveux que j'ai. En fait c'est juste moi, je suis comme ça, c'est mes cheveux. Donc assume, voilà c'est tout quoi. Cette inquiétude constante de ce qu'on est à travers le prisme de la norme quoi. C'est l'inquiétude constante de se dire est-ce que je suis assez, est-ce que je suis comme il faut, est-ce que on va pas dire ça de moi, est-ce que les gens vont pas avoir un jugement et je pense que il y a plein de gens qui ont pas ce problème là. Et ça c'est les gens qui ont pas ce problème là, il faut qu'ils se rendent compte que c'est un privilège.
J'imagine que quand t'as les cheveux lisses et que t'es blond et truc, tu te poses pas la question par rapport à tes cheveux. Tu grandis pas avec ça, tu te grandis pas avec le truc de dire ah bah tous les 3 mois il faut que je change la nature de mes cheveux, que littéralement je bombarde mes cheveux d'acide pour que ça soit bien quoi. Donc tu grandis pas avec cette question. Mais quand j'étais petite, on m'a toujours dit mais toi t'es pas noire. Et ça venait un peu des deux côtés. Donc ça venait des camarades blancs que j'avais qui me disaient mais non mais toi t'es pas noire, regarde elle est noire et toi regarde ta couleur de peau. Et ça venait aussi de certains camarades qui étaient noirs aussi qui me disaient mais regarde mais toi t'es pas noire quoi. En tout cas enfant, quand j'étais enfant. Et pour moi c'était bizarre quoi, je comprenais pas, c'était complètement en décalage avec ce que je vivais chez moi, c'était complètement en décalage avec ce que j'avais l'impression d'être. Du coup j'avais un peu cette position un peu douteuse, un peu entre les deux, alors que il y avait pas les gens assumaient, les gens imaginaient tout le temps que j'étais métisse d'un parent blanc, d'un parent noir, alors que c'est pas du tout le cas. Mes parents sont tous les deux martiniquais. Mon père vient de Rivière-Pilote et ma mère vient de Fort-de-France. Donc j'ai toujours grandi dans cet univers très caribéen où on parlait créole à la maison. Enfin, on se fait surtout engueuler en créole à la maison. J'ai jamais vécu aux Antilles. J'ai toujours grandi en métropole. Je pense qu'il y a peut-être eu un moment dans mon enfance où je pensais que c'était un peu plus facile d'être assimilée à ce groupe-là, même si ma famille, tout simplement ouvrir les yeux, regarder ma famille faisait que voilà, c'était pas le cas. Et je me rappelle aussi, il y avait mon beau-père qui m'avait dit mais tu sais, on t'aligne avec 10 autres blancs, t'inquiète pas que tu seras la seule qu'on sortira du lot, parce qu'on sait que tu vois. C'est aussi ça qui rend fou, c'est que quand t'es en Martinique, tu vois énormément de gens comme ça, énormément de gens comme moi. On est plein, on est le continent Est, donc il y a énormément de métissage, il y a énormément de gens qui vont avoir les yeux gris, qui vont être foncés ou des choses comme ça. Et quand t'arrives ici, les gens ils pètent un câble, quoi. Alors que c'est débile, quoi. Mais ça devient... Et c'est un peu malsain, j'ai l'impression d'être... aussi perturbée ou intéressée à ce point-là par un quelconque métissage quoi. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Si on me demande si je suis métisse, en général je vais dire non. Je veux dire non, je suis chabine, je suis antillaise, je suis bine. Parce que je sais que souvent ce qu'on met comme définition là-dessous c'est que un de mes parents est blanc alors que c'est pas le cas.